Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre à 3 questions qui m'ont été posées par David Fayon sur le blog éponyme davidfayon.fr. Et en fait il m'a posé des questions vraiment intéressantes sur ma vision du blogging. En fait il m'a déjà demandé quels enseignements avez-vous tiré des échanges noués avec votre communauté, l'organisation de la veille, etc., les articles qui ont le plus de succès. Et en fait c'est vrai que bon, moi ce que je pense en fait c'est que le succès d'un blog, ou même d'une chaîne YouTube, etc., vient en fait de la valeur qu'on apporte à son audience. C'est vraiment important. Et d'autant plus maintenant, cette valeur qu'on va apporter doit être apportée en un minimum de temps et un temps qui se réduit de plus en plus. Ça, je le vois bien avec le succès de TikTok. Désormais, les gens veulent un contenu qui va être hyper rapide. On a moins d'une minute pour leur donner un contenu intéressant ou moins les distraire sans aucun effort avec ce qu'on appelle le snack content, facile à manger, facile à digérer, mais malheureusement qu'on oublie un petit peu trop vite. A l'inverse, le blogging est un petit peu comme moi, comme un restaurant 3 étoiles. C'est-à-dire qu'on s'attend à y trouver des plats délicats, des plats évolués, parce qu'on aura tapé dans Internet une thématique, un mot-clé, une expression, et on veut une réponse. C'est pour ça en fait que la voie entre le snack content, qui est quelque chose de vraiment rapide, très digeste, et le contenu à valeur ajoutée, ce sont vraiment deux créneaux qui sont totalement à l'opposé et qui malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, se complètent. Pour moi, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas être entre les deux. C'est comme, en fait, dans n'importe quelle industrie, il y a toujours le haut de gamme et il y a le bas de gamme. Et bien sûr, chaque marché a ses clients. Si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le domaine de l'aviation, vous aurez le low cost et vous aurez le haut de gamme. Mais entre les deux, vous aurez des difficultés parce que les gens seront soit déçus par la qualité de service parce qu'ils disent «Ah, je vais passer par telle compagnie aérienne et le service doit être meilleur». Et finalement, comme vous avez lésiné un petit peu sur l'effet waouh, sur les bagages, etc., les gens sont déçus. Soit en fait, ils cherchent un prix pas cher et vous serez jamais le moins cher parce que vous n'avez pas la structure de coût pour. Et en fait, dans la création de contenu, c'est pareil. D'un côté, vous avez des contenus faciles à digérer, hein, des images, des vidéos, en particulier des vidéos, qui sont pas à l'opposé du blogging, hein, c'est aussi complémentaire. Parfois, il faut faire des petites vidéos un peu sympas, un peu juste, faire des images, etc. Mais il faut se dire que quand on va faire des articles de blog, il faut de la qualité. Parce que tout simplement, Google, lui, il voudra apporter de la qualité aux internautes, parce qu'ils recherchent un contenu d'expertise lorsqu'ils vont sur Google. Ils vont pas pour regarder une petite vidéo de 1 minute, ou ils vont pas juste pour trouver un blabla qu'on a vu 1000 fois ailleurs. Non, ils veulent en fait des contenus de qualité, et c'est pour cela que vous devez soigner vos contenus. Je dis toujours que le contenu SEO pourri est un petit peu mort sur Google. Alors c'est pas 100% vrai, mais il est quand même beaucoup plus limité parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de concurrence, et forcément quand quelqu'un fera un contenu qui sera plus pertinent, où les gens resteront plus longtemps, où il y aura des liens qui vont pointer vers ce site-là, et en fait, il va être mieux valorisé. Donc c'est pour ça que, avant de publier un article, vous devez répondre à 3 questions. La première, c'est si vous aviez vu cet article il y a 5 ans, est-ce que cela vous aurait aidé? Est-ce que vous aurez appris quelque chose? Deuxième question, est-ce que au-delà du blabla qui est écrit dans l'article, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret, avec des actions à mener et des choses à faire? Et la troisième question, est-ce que pour vous cet article contribue à améliorer votre visibilité sur votre cible, soit à générer du business, des leads, de l'achat, etc., etc. Donc en fait, c'est important de se dire que voilà, il y a l'aspect client, quelle valeur ça apporte, et se dire waouh, moi si j'avais lu cet article il y a 5 ans, ça m'aurait aidé à l'époque. Et autrement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret à faire? C'est pas juste, voilà, il y a qu'à faucon. C'est souvent en fait le problème dans les articles de blog que je lis, c'est le yaka faucon. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une consultante, elle m'a dit tiens, j'aimerais bien t'écrire un article. Et c'est vrai que son article était sympa, mais c'était que de la théorie, c'était du yaka faucon. Et je lui disais mais attends, mets-moi un exemple pratique. Et en fait, elle l'a fait, elle dit ah, tu crois, ça peut intéresser? Je lui dis oui, ça intéresse les gens. Et en fait, quand je l'ai partagé après, tous les gens m'ont dit, enfin dans les commentaires, on dit ah bravo, j'ai adoré le cas pratique, ouais le cas pratique est super parlant. Et c'est ça en fait qu'il faut apporter, c'est véritablement travailler
sur l'aspect pratico-pratique et la valeur ajoutée qu'on va en tirer. Et moi je le vois, ce sont les articles souvent piliers, les articles les plus longs où je partage mon expérience, des astuces qui marchent le mieux. Et généralement en fait dans des thématiques un petit peu compliquées et concurrentielles comme le marketing, généralement il faut des gros articles. Moi je dis qu'en 500 mots, on n'arrive pas à faire un contenu de qualité parce qu'on ne va pas suffisamment en profondeur dans le texte, il faut plutôt aller vers les 1000, 1500 mots, 2500 mots, voire plus, parce que là on va vraiment à fond dans un sujet et on peut vraiment apporter de la valeur ajoutée et faire en sorte que les gens se disent ah waouh, ah c'est vraiment un super contenu, je vais le partager, etc. Voilà. Et c'est là aussi que je vois la limite des contenus entre guillemets corporate. Les gens en fait qui font juste parler de choses en manière blabla, rester générique, ne pas donner d'exemple, en fait ces contenus-là sont insipides, donnent peu d'intérêt et les gens zappent beaucoup plus rapidement. Par contre, si on donne sa touche personnelle avec des exemples, des illustrations, de l'émotion, une histoire, un point de vue, etc., etc., là, véritablement, on va toucher les gens et on va convaincre qu'on est un expert. Voilà. Donc, c'est important aussi d'utiliser les bons outils. Moi, je le dis toujours, je recommande toujours 2-3 outils, SEMrush pour les mots-clés, Augment SEO pour optimiser l'article. Bref, il y a comme ça une petite série de plugins et d'outils qui sont vraiment importants pour gagner du temps. Là, par exemple, j'utilise Language Tool ou Merci App pour la correction d'orthographe qui me permet quand même de corriger les plus grosses fautes. Au niveau de la publication, aussi, ayez un planning éditorial pour en fait vous centraliser sur ce qui a de la valeur et n'hésitez pas à faire parfois des petites publications opportunistes sur des idées, des choses qui vous parlent, mais bien sûr à chaque fois, passez-les à la grille de votre ligne éditoriale, c'est-à-dire que est-ce que produire cet article, est-ce que écrire cet article va vous aider à atteindre votre objectif de chiffre d'affaires, de marge, de notoriété, etc. etc. Voilà. Et justement pour vous aider, cette philosophie de passer au filtre de votre North Star Metric, c'est-à-dire votre indicateur clé, ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs, c'est la philosophie du growth hacking. Le growth hacking, c'est justement né de ces startups américaines qui sont qui naissent un peu partout, mais à l'époque c'était la Silicon Valley. Elles arrivent dans un marché qui sont très concurrentiels, où on les attend pas, elles ont peu de moyens financiers et humains, et elles doivent donc sortir des sentiers battus et viser l'efficacité maximale pour aller attaquer des leaders souvent établis depuis longtemps. Donc justement le growth hacking aide à ça. Et dans une des phases du growth hacking, dans le bouquin growth hacking que j'ai sorti, tout simplement, à un moment donné, j'explique qu'il faut avoir une North Star métrique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un indicateur qui peut être le chiffre d'affaires, qui peut être, comme je disais, la marge, etc. Et lorsque vous faites une action, vous dites, mais est-ce que l'action que je vais faire aujourd'hui va permettre de contribuer à l'atteinte de cet objectif-là? Oui, non. Et bien entendu, lié à ça, vous pouvez aussi vous dire tous les matins, quelle est l'action qui va apporter le plus d'effet sur ma North Star Metric, cet indicateur clé. Donc, le growth hacking, c'est donc bien deux philosophies, à la fois la partie growth, qui est les techniques, les méthodes de process d'optimisation de la croissance avec l'analyse AR, c'est-à-dire où agir pour que l'impact sera le plus important dans le tunnel de vente, dans le cycle des ventes. Et la deuxième chose, c'est le hacking, c'est tout ce qui est détourner le système avec des outils, des logiciels, de offshore, etc., etc. Donc le gros hacking, ça permet à une petite entreprise, voire même un freelance, d'aller concurrencer les plus grosses entreprises. Il n'y a pas très longtemps, je discutais en fait de deux podcasteurs. Le premier chez Julien Rigal-Dupont et l'autre en fait c'est Marine Dex. Ce sont des personnes en fait qui sont consultantes dans le domaine de la relation client et l'expérience client. Et c'est vrai que ces deux personnes-là, avec leur podcast, en fait, ils sont devenus en quelques années des personnes incontournables dans leur secteur d'activité et ils arrivent même à concurrencer des grosses entreprises qui ont des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout simplement parce qu'ils ont l'agilité et la possibilité de créer du contenu à valeur ajoutée qui donne envie. Et pourtant, ils n'ont pas ces centaines de milliers d'euros de budget et pourtant, ce sont des leaders et des références dans leur domaine d'activité. Donc ne pensez pas qu'il faut des millions d'euros pour être visible, il faut simplement être original, sortir des sentiers battus et appliquer les techniques de growth hacking. À chaque fois, je me plais à répéter ce que disait Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Et c'est vraiment important, c'est oser faire les choses. Voilà. Mais le growth hacking n'est tout de même pas une baguette magique, c'est pas ça qui va résoudre tous vos problèmes d'un coup. Il y a des techniques et des moyens à mettre en œuvre. Et le plus important, c'est se former. Voilà. Et moi je dis, il faut se former sans cesse parce que le marketing évolue tout le temps.
La deuxième question auquel j'ai répondu lors de cet entretien avec David Fayon, c'est tout simplement se dire quelles sont les techniques émergentes, quelles sont les évolutions dans le domaine des bots, chatbot, callbot, etc., etc. Alors moi, ce que je vois, c'est que ça fait plus de 3 ans que j'occupe des bots chez Eloquent, et on voit bien en fait que le chatbot est entré un petit peu dans les mœurs, on voit les limites, on voit ce qu'il peut faire ou pas. Voilà, il faut dire que le chatbot n'est pas là pour faire des FAQ, mais qu'il doit être connecté au système d'information pour apporter des réponses personnalisé. De même, le chatbot en fait ne doit pas simplement remplacer ou singer en fait des menus, il doit apporter de la valeur supplémentaire. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un client, il me disait bah voilà, dans un espace client, on avait auparavant un chatbot et puis on avait un espace client un peu classique. Et en fait, les gens utilisaient pas mal le chatbot parce que justement l'espace client était très compliqué à utiliser, on n'arrivait pas en fait à retrouver l'information. Et donc en fait, ils ont totalement revu l'ergonomie et l'interface de l'espace client pour justement permettre aux personnes d'aller plus rapidement rechercher la bonne information. Et l'usage du chatbot s'est effondré. En revanche, le chatbot a marché très bien dans d'autres domaines. Par exemple, en fait, sur un site internet pour un premier niveau de qualification pour ensuite passer à un agent. Ou alors, quelque chose de beaucoup plus intéressant et original, par exemple la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que on voit très bien que parfois, en fait, il y a des gens qui ne sont pas disponibles parce qu'ils ont une profession qui leur prend du temps. Un consultant, par exemple, est pas disponible en journée. Un infirmier, un chef d'entreprise dans le bâtiment, il n'est pas très dispo dans la journée. Il est sur son métier. Et donc, en fait, les call centers, quand ils essayent d'appeler, ils n'arrivent pas à avoir ces professions-là parce qu'ils travaillent, ils rentrent chez eux, il est 19h, il est 20h, etc. Donc, en fait, le chatbot là peut avoir du sens, par exemple en envoyant un SMS qui dit voilà tiens, est-ce que vous voulez faire un bilan, est-ce que vous voulez faire une étude sur tel sujet, par exemple un bilan pour savoir si tel produit vous intéresse ou savoir si vous pouvez faire des économies dans tel domaine d'activité. Vous pourrez très bien envoyer un SMS dans la journée et dire voilà, vous pouvez regarder ça à tête reposée ce soir en rentrant du travail avec un diagnostic qui peut être fait en ligne avec notre assistant virtuel. Et là, la personne clique sur le SMS et elle arrive sur un système de questionnement. Et c'est là en fait la force du bot, parce que le bot n'est pas là juste pour faire de la FAQ, il est là pour discuter, interagir et comprendre en fait les problèmes du client. Et après, si nécessaire, encore une fois, d'aller passer la main à un conseiller. Donc l'important, c'est de travailler vraiment sur la promesse du bot, définir un périmètre très limité, mais le faire le mieux possible. Et après, c'est l'alliance vraiment avec l'IMA. La deuxième tendance que je vois au niveau des bots, c'est bien sûr le développement des autres canaux. Alors bien entendu, il y a le développement de tout ce qui est automatisation, le RPA, avec par exemple l'automatisation au niveau des emails, mais c'est également les callbots. Les callbots, qu'est-ce que c'est? C'est l'automatisation des communications téléphoniques, puisque l'on voit bien que le téléphone, c'est un média, un canal qui était relativement peu automatisé. Et pourtant, il y a des gains de productivité importants. Par exemple, pour faire de l'appel sortant, par exemple, imaginons que vous travaillez dans une société d'intérim, vous voulez savoir si des personnes sont disponibles pour travailler, vous pouvez lancer un système d'appel sortant, c'est-à-dire que vous envoyez encore une fois un SMS pour prévenir les personnes qui vont être appelées pour savoir s'ils sont disponibles. Le callbot appelle en disant bonjour, voilà, on vous appelle pour une enquête de satisfaction, est-ce que vous êtes disponible pour travailler le soir, la nuit, est-ce que vous êtes peut-être permis, etc., etc. Et la personne répond comme ça de manière interactive, et ensuite, bien sûr, ces informations sont remplies dans une base de données. On arrive vraiment sur des gains de productivité vraiment très intéressantes, parce qu'on va non seulement améliorer l'expérience client, parce qu'on va apporter une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, que devoir faire appel à l'humain pour quelque chose qui a une faible valeur ajoutée. Un autre exemple, c'est souvent on voit bien sur un centre de contact, on est ouvert en journée, mais encore une fois, avec mon exemple, beaucoup de gens travaillent la journée et puis c'est le soir quand ils rentrent qu'ils ont besoin d'informations. Et alors là, tout le monde est en vacances et donc il faut envoyer un email et on a une réponse plus tard. C'est pour ça en fait que le callbot vient ici là pour répondre à des demandes, encore une fois personnalisées, en dehors des heures d'ouverture. Voilà, ça c'est vraiment un complément et une nécessité qui est de plus en plus importante au niveau des entreprises, parce que les gens veulent pouvoir avoir des informations 24 heures sur 24 et pas uniquement aux horaires du bureau. Je vois également que la partie vocale a vraiment aussi une croissance très forte, alors que ce soit la recherche vocale sur les smartphones, Siri et compagnie, mais également les messages vocaux. On le voit sur les groupes WhatsApp, Telegram, les podcasts. On voit que la voix revient, parce que la voix permet de créer de l'émotion, permet de créer du lien. Voilà.
Alors après, la dernière question qui était intéressante, et ça c'est un petit peu du hors-sujet, mais c'est comment on fait pour compenser et gérer à la fois un métier en tant que salarié et une activité, une deuxième activité comme je l'ai moi en tant que blogueur sur mon blog conseilmarketing.com. Alors il faut savoir en fait que ça devient de plus en plus difficile de réussir sur le web. Moi j'ai déjà dit 10 fois, 20 fois depuis 10 ans, plus ça va, plus en fait on a du mal à être visible sur le web parce que il y a les concurrents qui ont tout simplement des équipes et que pour produire du contenu sur les différents canaux avec un rythme et une qualité suffisante, ça devient de plus en plus complexe. C'est pour ça en fait que pour moi, la personne qui réussira seule va plutôt se concentrer sur une niche, sur un secteur d'activité, sur une thématique plutôt que d'aller au plus large. Et mieux vaut être le roi de son village que le deuxième dans une grande ville. Je crois que c'est le proverbe n'est pas exactement cela, mais il vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a véritablement une starification de toutes les professions. Qu'est-ce que j'appelle la starification? C'est que dans le domaine de la musique, avec l'émergence des radios, le fait que tout le monde ait accès aux médias et que il y a de moins en enfin il y a forcément moins de place et moins de visibilité pour l'ensemble des personnes. On voit bien qu'il y a une concentration sur un petit nombre d'artistes de la notoriété. Par exemple, si vous me dites, allez, rock, star de rock, vous pensez à peut-être 5, 10 auteurs. Si vous me dites, tiens, star, je sais pas, de rap, de R&B, vous allez en passer à 5, 6, 7, 8, un petit quoi, pas beaucoup plus. Et pareil, dans le domaine du marketing, dans toutes les professions, de plus en plus, quand on dira, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'y connaît très bien en LinkedIn? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'y connaît très très bien en blogging, en tunnel de vente, en growth hacking? Vous dites, ah, c'est ce gars-là, c'est ce gars-là, c'est ce gars-là. Et en fait, c'est pareil. Il y a donc ce système de starification. Si vous n'êtes pas parmi les stars reconnues dans le top 10, dans le top 50, pour ceux qui s'en souviennent encore, si vous n'êtes pas dans le top 50, vous ne serez pas cité et vous aurez beaucoup plus de difficultés à avoir de la visibilité, sauf bien sûr si vous avez du bouche à oreille. Donc en fait, c'est pour ça en fait que c'est vraiment important de commencer à travailler sur son positionnement, le personal branding et se spécialiser dans un domaine d'activité. Voilà. Donc ça permet d'être une référence dans son domaine et pour cela en fait tout simplement il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux. Alors LinkedIn bien entendu lorsqu'on est en B2B, mais ça peut être de l'Instagram, ça peut être du blog, etc., etc. Donc ça permet donc d'être une référence connue dans ce secteur, d'améliorer son employabilité puisqu'en fait comme ça on sort du lot. Alors ça, c'est du win-win par rapport en fait à l'entreprise et à la personne parce que tout simplement, ça va crédibiliser la personne, mais surtout l'entreprise. C'est ce qu'on voit en fait dans le livre Persuasion de Robert Cialdini, c'est que tout simplement, on convainc les personnes avant même d'avoir une proposition commerciale. Et moi, je vois souvent, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ouais, on voudrait avoir une démonstration de nos produits, on a vu ça sur vos blogs, on adore vos contenus, etc. etc. » Et en fait, ce système de persuasion permet de vendre avant même de rencontrer le prospect. Et donc, apporter de la valeur, avoir une image d'expert, permet d'être shortlisté et ainsi d'être reconnu dans son domaine. Donc, c'est win-win pour la personne et également pour l'entreprise. À l'inverse, souvent en fait, quand on a cette visibilité, moi je le vois, et je l'ai vu dans plusieurs entreprises, le fait d'avoir une seconde activité et en particulier entre guillemets concurrente aux équipes externes fait que en fait vous avez parfois un peu de difficulté à vous positionner. La première chose. Donc en fait parfois les gens se disent non, c'est pas ton domaine d'activité, attention, etc., etc. La deuxième chose en fait c'est que forcément quand on a une activité en dehors de son travail, forcément ça fait toujours un petit peu une concurrence. Est-ce que un dirigeant vous dira est-ce qu'il travaille vraiment pour moi ou il travaille pour lui, etc., etc. Donc il faut véritablement que les deux se joignent et se mettent en fait en phase en même temps avec bien sûr un respect de votre mission. Par exemple, moi, je sais très bien que on ne me paye pas pour aller sur LinkedIn, on ne me paye pas pour faire du blog, on ne me paye pas pour animer mon blog à moi. Et donc, je différencie véritablement bien mon activité personnelle de mon activité professionnelle et je le fais en dehors de mes heures d'activité. Et c'est vraiment du bonus, c'est-à-dire que c'est du win-win pour l'entreprise. Non seulement je fais mon travail normalement, mais en plus de cela, en dehors de mes heures de travail, et en fait, je fais
cet aspect visibilité. Donc c'est un petit peu cette cerise sur le gâteau qui permet à des personnes comme moi de gagner en visibilité, de devenir en fait entre guillemets des références dans son secteur d'activité. Et pour cela, encore une fois, il faut travailler la main dans la main avec les personnes de votre entreprise, donc ça peut être des personnes de la communication si vous êtes dans le marketing comme moi, et ça permet d'aller aussi d'avoir plus de liberté. Moi je le vois, je suis capable d'aller interviewer des concurrents, des journalistes, des influenceurs, etc., etc. Alors que c'est un peu plus compliqué lorsqu'on est dans une marque parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils veulent, etc., etc. Donc cet aspect activité qui est entre guillemets amateur est également très importante pour générer cet aspect visibilité et notoriété et surtout aller compléter le dispositif de communication de l'entreprise. Voilà. Alors j'espère que ça aura donné envie, donc n'hésitez pas, commencez à améliorer votre profil LinkedIn, à tenir un blog et vous allez voir que ça va tout de suite vous donner de la visibilité et améliorer votre employabilité. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous avez ma formation LinkedIn, vous tapez sur mon blog formation LinkedIn et vous prospectez avec LinkedIn et là vous verrez ma formation avec mon dernier challenge 30 jours. Qu'est-ce que c'est le challenge 30 jours? C'est une formation que j'ai créée il y a déjà 2-3 ans, qui avait pour objectif d'apprendre à créer des contenus avec un challenge, avec un contenu à créer tous les jours dans le cadre de cette challenge. Et je l'ai revu totalement pour l'adapter à LinkedIn, avec tout simplement un contenu à publier tous les 2 jours, un contenu très simple à prendre en exemple, ce qui vous permet tout simplement d'aller augmenter votre visibilité sans y passer des heures. Voilà. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet et vous regardez mes dernières formations vidéo. Allez, à bientôt.